Dans le cadre de votre mission pour le Sénat sur la création des filières, est-ce que, je pense qu'elle a débuté il y a un petit peu plus d'un mois, vous avez déjà eu pas mal d'entretiens et de rencontres, est-ce que vous retrouvez les mêmes points qui sont soulevés? Est-ce que ceux-ci viennent se rajouter à ce que vous avez déjà entendu? Et quelle est un petit peu votre première vue personnelle sur ce que nos amis industriels ont fait passer comme message? Bonjour à tous, merci d'abord de votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir dans les Pyrénées, en particulier à Pau, à l'invitation de François Bayrou. Je veux vous dire d'abord que le cadre de mon travail est pour prendre une métaphore aéronautique, un domaine de vol un peu particulier, un peu réduit. En fait, je suis un peu comme au Salon du Bourget, où vous savez qu'on fait des choses formidables dans les airs, mais on le fait avec un domaine de vol réduit parce qu'il y a l'approche de Charles de Gaulle à côté. Donc, je vais essayer de faire quelques figures libres, mais en vous précisant que nous avons constitué une mission d'information que j'ai souhaité, mon groupe, l'Union centriste, l'a proposé au Sénat, qui l'a retenu, qui est une mission d'information qui va rendre un rapport au mois de juillet. Voilà, donc on est vraiment au milieu du gué, et je ne vais pas non plus vous dévoiler des conclusions, mais vous dire un certain nombre de questionnements que j'entends et que je viens d'entendre dans l'instant. La première des choses étant sans doute qu'il y a un potentiel d'innovation, il y a une créativité, et que les industriels se sont saisis de cette opportunité de la décarbonation pour trouver des solutions, et qu'il y a quand même un certain nombre de questionnements qui sont aussi posés, on vient de les entendre, et à juste titre. D'abord, pourquoi j'ai souhaité cette mission? D'abord, je pense qu'on a une ardente obligation de décarboner non seulement les transports, l'industrie, nos activités, et que c'est bien de prescrire. On a, je salue mes collègues députés européens qui sont présents, mais on a souvent, nous, dans les textes européens, français, donné des objectifs. Voilà, on a été prescriptifs. Bon. Et il s'agit maintenant de voir comment on délivre. Ce n'est pas une petite question, parce qu'on est attendu par l'opinion, on est attendu par les ONG qui nous regardent aussi et qui nous questionnent en disant, bon, maintenant, c'est comment qu'on fait? Bon. Donc, prescrire c'est bien, délivrer c'est quand même un petit peu mieux, et c'est pour ça que je me suis dit, en tout cas sur ce qui concerne les biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert, comment on s'y prend? Et comment on s'y prend aussi pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, mais aussi pour respecter le critère de souveraineté, parce qu'on n'est pas dans l'idée quand même d'échanger une dépendance pour une autre. Donc l'objectif, ça a été rappelé par certains d'entre vous, c'est bien celui-là. C'est bien de trouver des solutions souveraines. Alors, il y a un certain nombre de choses, et c'est vrai qu'on est dans une voie où ça se clarifie. Mais est-ce que c'est le verre à moitié plein ou est-ce que c'est le verre à moitié vide? En tout cas, on est sans doute à moitié de nos efforts. C'est aussi instable que mes feuilles, d'ailleurs. Voilà. Donc, première question que je voudrais poser, c'est quand même de dire, on parle rarement quand même de la première génération de biocarburants. Il y a une attente dans le monde agricole, il y a une inquiétude, et il y a un enjeu, il y a vraiment quelque chose de fort là-dessus, qu'il nous faudra regarder précisément, parce que cette filière attend la stabilité, elle a mal vécu la crise de 2015, et elle souhaite un maintien et un maintien du cadre. Voilà. Donc il y a un certain nombre de questionnements qui sont posés. En les évoquant ici, je ne reprends pas ces questionnements forcément à mon compte, mais je dis qu'ils existent et je les ai entendus. Tout ce que je vous dis d'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur le site du Sénat. Vous allez à la rubrique travaux parlementaires, structure temporaire et mission d'information. Voilà. Donc on a entendu un certain nombre de choses, avec notamment sur l'efficacité de la première génération de biocarburants, un questionnement énergétique. L'efficacité agricole, l'intérêt pour l'agriculture est réel, et il demeure, mais il y a quand même un certain nombre de questionnements qui sont posés. Sur l'efficacité environnementale, deuxième questionnement sur la biomasse, sur la capacité à fournir de la biomasse et à être capable de soutenir. Ça ne concerne d'ailleurs pas que la première génération. Pour dire rapidement les choses, cette filière a émergé pour des raisons agricoles, et elle doit maintenant peut-être ajouter encore plus un deuxième élément qui est de montrer que l'efficacité environnementale est toujours là, et que s'il y a des évolutions à faire, elles se feront de manière organisée, consciente et volontaire, et qu'on ne va pas laisser en plan une filière qui marche bien aujourd'hui. Sur la deuxième génération et sur l'hydrogène, il y a, je crois, l'attente d'un cadre réglementaire. Alors, ça a été dit de différentes façons. Hein. Alors là aussi, je disais, verre à moitié plein, ça commence à se clarifier, mais
Est-ce qu'on y est? J'en suis pas encore totalement sûr. Il s'agit d'assurer la visibilité et de permettre des investissements de moyen terme, de moyen et long terme. Et vous avez rappelé les uns les autres que quand on reconvertit une raffinerie, c'est pas un petit sujet, et que quand on investit, y compris dans l'hydrogène, il faut y voir clair. Et ça, c'est un sujet qui n'est pas encore bien clair. Globalement, la question de la capacité à produire de l'électricité renouvelable est quand même largement posée aussi. Parce que c'est quand même la base, et de ce point de vue-là, on n'a pas forcément totalement renseigné l'équation, et on a du mal quand même à modéliser les choses. Alors, certains vont d'ailleurs jusqu'à entrer dans des logiques de pénurie. Et certains nous font rentrer dans des raisonnements qui sont des raisonnements de choix de répartition, en disant la biomasse n'est pas illimitée. Moi, je mets un point d'interrogation, puisque on entend l'affirmation, mais je n'ai pas non plus de certitude scientifique là-dessus. En tout cas, certains nous disent aussi l'électricité, elle est limitée. Donc, c'est un point qu'il nous faut regarder. Il y a cette demande donc de modéliser, mais est-ce qu'on peut répartir à l'avance ces masses-là? Est-ce que c'est possible? Alors, je le dis d'autant plus qu'il y a un questionnement aujourd'hui avec la future PPE, la stratégie nationale bas carbone, en tout cas l'actualisation de tout ça. Et ces questions-là vont se poser. Et je pense que le gouvernement et demain le Parlement seront devant une équation qui n'est pas si simple que ça à résoudre. Donc on peut soutenir que nous devons commencer à décarboner aussi. Par contre, si je prends l'autre raisonnement, on peut dire c'est bien beau de réfléchir sur des grandes masses comme ça, mais on peut aussi simplement se dire qu'on a besoin de commencer à décarboner de manière massive, et qu'à ce titre, il y a un certain nombre de choses qui ont émergé, il y a un certain nombre de réalités qui viennent ou des territoires, ou des entreprises, des projets, et que peut-être que le raisonnement global un peu macro peut s'enrichir quand même des territoires et du potentiel d'innovation pour commencer à encourager un certain nombre de filières qui, d'ores et déjà, ont montré ce potentiel d'innovation avec des choses qui fonctionnent. Mais de ce point de vue-là, il me semble qu'il est important d'avoir des marchés matures et peut-être des marchés avec des clients. Et à un moment donné, que ce soit des clients solvables. J'ai entendu ce genre de choses aussi. Parce que voilà, on peut trouver différentes façons de faire, mais ce qui marche encore le mieux en économie de marché, c'est quand le système, l'équation économique tourne, et quand il y a des clients qui sont solvables, quand il y a un marché mature. On n'y est sans doute pas encore, donc il y a besoin d'un investissement des pouvoirs publics. Cela dit, disant cela, j'en dis déjà beaucoup quand même, mais il me semble que c'est quand même l'un des principaux enjeux à terme. C'est-à-dire qu'il faudrait bien arriver à ce que ça tourne. Bon. Je vois en somme, moi, deux raisonnements qui s'affrontent. Un raisonnement de planification qui peut conduire, si on n'y prend pas garde, à une forme de sobriété. Alors on peut discuter la sobriété, etc., pourquoi pas. Okay, mais évitons quand même la décroissance. Et je veux dire que ce raisonnement sur les volumes disponibles d'électricité ou de biomasse, etc., conduisent quand même à un moment donné à une idée de rationnement. Bon, c'est un sujet. Bon. L'autre raisonnement qui part plus du terrain, effectivement, est qu'il faut s'appuyer sur ce qui marche, ce qui fait sens. Et il y a un pari optimiste sur l'augmentation des volumes. Puisque bien souvent, la question, c'est quand même de dire que les questions des prix unitaires se ramènent aussi à une discussion sur le volume. Donc, nous avons besoin de faire émerger des filières et à trouver cette équation de volume. En cela, j'observe que d'autres pays ont fait des choix qui sont peut-être plus volontaires. Alors, je suis le premier à dire, moi j'aime mon pays et je me bats pour qu'on avance tous ensemble. Je ne suis pas dans l'idée de se battre la coupe et de dire toujours c'est mieux ailleurs. Ce n'est pas la question. Mais enfin, il faut quand même observer ce qui se passe. Et il y a des représentants ici de groupes qui sont ouverts sur l'international, qui sont leaders. Et donc, il y a quand même des questionnements. Alors, on peut les aborder sans se rabaisser non plus et sans être perpétuellement pessimiste. Mais dans la situation actuelle qui est la nôtre, nous avons un constat et une précaution que j'entends et qui est utile. Je salue François Bayrou qui vient de nous rejoindre avec grand plaisir de le retrouver ici. Dans la situation actuelle, qu'est-ce qui se passe? On a fait le choix aussi
non pas forcément de la neutralité technologique, certains nous le reprochent, en nous disant vous êtes trop dans la prescription technique et pas assez dans la neutralité technologique. Mais en tout cas, on a fait le choix de dire que l'aventure technologique est ouverte, le potentiel de la créativité est là, et qu'il ne faut pas fermer des portes. Bon, c'est un choix qui, du point de vue scientifique, technique, se défend et sans doute la bonne option. Attention à l'effet inverse, qui serait non plus de ne pas choisir et de ne pas structurer. Parfois, on voit des pays qui font des paris, y compris sur le pari de l'importation, voilà, sur l'hydrogène, par exemple. Bon, c'est quand même un élément qui interroge. Ensuite, il y a l'IRA qui, évidemment, nous interroge. Alors, pas forcément pour dire que, j'ai entendu tout à l'heure ce qui a été dit, et fort bien dit, que c'était plutôt une réaction à ce que l'Union européenne avait fait et bien fait, très bien. Pour autant, j'entends, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous, au titre de Total, que la tentation de dire il est plus simple d'investir aux États-Unis et l'équation économique tourne mieux et le raisonnement est plus un raisonnement d'incitation et moins un raisonnement de régulation ou de réglementation, c'est quand même un sujet qu'il nous faut regarder. Voilà, aujourd'hui, question qui reste quand même, me semble-t-il, ouverte. Il y a eu des annonces, il y en a eu encore hier, qui sont éclairantes et positives, mais voilà, est-ce qu'on est au bout du chemin pour avoir un système plus simple, peut-être, et plus incitatif, et moins tourné, comme on aime le faire, sur la régulation. J'en termine sur l'idée de planification, qui est une idée qu'on regarde avec toujours un peu de prudence. Alors, je suis également président du groupe d'études de l'aviation civile du Sénat et rapporteur des crédits du transport aérien dans la Haute Assemblée. Bon. J'ai entendu, moi, il y a des années, la ministre des Transports, qui est aujourd'hui Premier ministre, qui disait 2035, avions à hydrogène. Bon, alors on aura sans doute des avions à hydrogène, mais enfin, il y a quelques-uns. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure. Je ne ferme pas d'ailleurs la porte, hein, moi, je ne sais plus qui l'a abordé tout à l'heure. Je pense que oui, en 18 mois, on a fait un chemin considérable en disant les SAF sont la solution de décarbonation du transport aérien. Oui, c'est vrai. Prenons garde quand même à ne pas fermer la porte non plus sur l'hydrogène. Évidemment, les longs courriers, ça ne marchera pas. Et peut-être que sur des petits modules, pour certaines liaisons intérieures ou interrégionales, il peut y avoir aussi de la place pour l'avion électrique. Bon, sachant que l'ennemi de l'avion, c'est quand même le poids, donc bon, pas si simple que ça. Mais ne fermons pas totalement le débat parce que je crois encore à l'innovation et je me dis une chose, prenons garde. On était sur la décarbonation, c'est l'hydrogène pour l'aviation. On est passé sur la décarbonation, c'est les SAF pour l'aviation. Je crains que nos amis écologistes, à un moment donné, ne nous disent qu'on est passé un peu d'un champ à l'autre, un peu vite, et ne remettent en question ce choix-là. Ne fermons pas les hypothèses là-dessus. Bon. Mais globalement, les SAF sont la première étape. Et puis peut-être que d'ailleurs, faut-il réfléchir en termes d'étapes pour la décarbonation. Voilà, j'en termine en disant qu'il va falloir avancer. Il y a le secrétariat général pour la planification écologique, qui va devoir nous aider à produire la PPE et la SNBC. Est-ce que de tout ça va émerger la clarté? Moi, je le souhaite parce que je vous rejoins tous. Il y a quand même besoin de fixer un cadre et de clarifier tout ça. Vous l'avez tous dit aimablement, mais quand même, quand on additionne, alors c'est formidable, Fit for 55, les différents paquets, tout ça et tout, mais quand vous modélisez ça sur une page, vous avez l'impression de revenir dans vos cours de chimie de l'époque quand même, hein, parce que toute cette structure compliquée, ça ne rend pas tout très visible. Et puis nous aussi, en termes de réglementation française, il faut quand même accoucher d'une feuille de route globale. Merci. Merci, monsieur le sénateur. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, vous ne pas fermer de porte. Vous avez entendu, je pense que dans la session précédente, dans cette session-ci, à peu près tout le monde vous a tenu le même discours. On ne peut pas destiner tous les produits à une seule filière, tout simplement parce que techniquement, physiquement, ce n'est pas possible. La réouverture et la discussion autour de ce compromis sur les véhicules légers, votre mission se termine en juillet. La Commission, elle, doit arriver avec une proposition d'acte délégué pour l'automne. Allez-vous anticiper que ce compromis soit validé par les institutions européennes ou allez-vous attendre pour ensuite regarder ce que cela implique dans le cadre de votre mission? Oui, alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que d'abord, on a pris, nous, biocarburant, carburant synthétique durable et hydrogène vert, et
à l'époque, on s'était dit, bon, le sujet de l'électrification de la filière automobile est quand même bien lancé, donc on s'est dit, on ne va pas rebattre toutes les cartes, et puis honnêtement, rien que sur les 3 sujets qu'on a pris, il y a vraiment de quoi faire, et il y a un potentiel, enfin je dois avoir fait 30 auditions, il m'en reste une dizaine ou une quinzaine à faire encore, voilà, donc il y a de quoi travailler. Bon. Alors après, on a vu l'état actuel du compromis. Bon, c'est un acte délégué, donc il faudra quand même voir ce que font les députés européens après et dans quelle mesure tout ça, comment ça s'écrit, et comment ça fonctionne. Moi, je me mets à la place de la filière automobile quand même. Je me dis, alors on est en train de commencer à les auditionner, on n'a pas commencé ces auditions encore là. Je me dis, c'est quand même bien sympa, mais j'ai besoin d'avoir un modèle clair. Je crois que c'est ce qu'elle dit. On va auditionner Stellantis et la plateforme de l'automobile dans les jours qui viennent. Voilà, nous, on aura rendu le rapport début juillet, donc c'est la règle du Parlement. On ne pourra pas aller plus loin à ce stade-là. Mais il y a quand même aussi un deuxième débat qui va être filière automobile éventuellement, et effectivement le maritime et l'aérien. Okay, la filière aéronautique est tout de même un tout petit peu tétanisée, si vous me passez l'expression, par ce débat. Alors, j'appelle plutôt à la clarté. Donc, voilà. Mais le débat n'est pas fermé quand même sur le devenir de l'industrie automobile. Hein. C'est assez clair. Là, tout à fait. Mais c'est une question parce que c'est en ça que je dis faire émerger la clarté. C'est pas aussi évident que ça aujourd'hui. Et je ne sais plus qui c'est qui disait quand même, peut-être on prête tout au général de Gaulle. François doit le savoir mieux que moi, mais qui disait chasser les savants et commencer à travailler. C'est un peu ça qu'il nous reste à faire quand même. Ne négligeons pas le rôle de la science. Un autre point important, et M. Santenac a évoqué l'un des projets